Dans cette dernière partie, je voudrais faire quelques remarques générales sur la méthode de la synthèse en cascade. Pour récapituler encore une fois cette méthode, on part ici d'une fonction de transfert H2S d'un filtre qu'on veut réaliser. Cette fonction H2S peut être obtenue par les méthodes qu'on a vues au cours précédent. Par exemple, H2S pourrait être la fonction de transfert d'un filtre de Butterworth ou de Chebyshev d'un certain type. Alors la première chose à faire, c'est de factoriser H2S en un produit de fonctions de transfert élémentaires d'ordre 2, avec aussi peut-être un terme supplémentaire d'ordre 1 si l'ordre de H est impair. Alors je rappelle encore une fois que quand je parle d'ordre, c'est le degré du dénominateur de la fonction de transfert. Pour effectuer cette factorisation, vous pouvez par exemple utiliser la fonction ZPK de MATLAB. Une fois cette factorisation faite, on passe à la conception du circuit. Et pour ça, il suffit de réaliser chaque terme de la factorisation par un circuit simple d'ordre 2 et de mettre ces circuits en cascade pour réaliser le produit. Bien sûr, comme on l'a déjà dit maintenant plusieurs fois dans ce cours, la cascade ne réalise le produit que si l'impédance de sortie de chaque étage est très faible par rapport à l'impédance d'entrée de l'étage suivant. Si on prend par exemple les cellules de Salenki, leur sortie est à la sortie d'un ampli-op et ils vont donc avoir une impédance de sortie très faible. Donc en veillant à ce que ces cellules n'aient pas une impédance d'entrée trop basse, la cascade va bien réaliser, au moins approximativement, le produit des fonctions de transfert. Cette remarque est illustrée sur le circuit suivant qui montre un passe-bande de Salenki. Et on vous demande de vérifier ici qu'en supposant l'ampli-op ici idéal, on a bien une impédance de sortie nulle. Alors pour ça, je vous rappelle qu'on met une charge passive à l'entrée, ici dénotée RG. Et puis pour l'impédance de sortie, je veux calculer le rapport VO sur IO. Alors ici, il suffit de noter que la relation entre la tension ici entre les deux résistances et VO est celle d'un passe-band. Alors ça, bien sûr, c'est en admettant qu'on a déjà fait l'analyse de ce circuit de Salenki. Et donc on a aussi que la fonction de transfert entre le point ici devant RG et VO est celle d'un passe-band avec R1 remplacé par R1 plus RG dans l'analyse du circuit de Salenki. Et maintenant, puisque ce point ici est de potentiel nul, on obtient VO est égal à cette fonction de transfert de passe-bande fois 0, et donc VO est égal à 0. Et donc on obtient bien VO sur IO est nul. Ok, donc a priori c'est tout ce qu'il y a à dire sur la méthode de synthèse en cascade, étant donné que dans la section précédente, on a déjà discuté diverses topologies qui permettent de réaliser des circuits d'ordre 2. Et tous ces circuits se prêtent bien à la mise en cascade, avec leur impédance de sortie typiquement très basse, de l'ordre de celle d'un ampli-op, et en faisant attention de prendre leur impédance d'entrée suffisamment élevée quand celle-ci est déterminée par une résistance qu'on doit choisir. Toutefois, en pratique, il y a d'autres facteurs qui viennent influencer la performance du circuit global. Et ces facteurs ont à voir avec la façon dont on agence les blocs d'ordre 2, c'est-à-dire l'ordre dans lequel on les place dans la réalisation en cascade. Alors considérons ici encore une fois notre fonction de transfert à réaliser, que j'ai factorisé ici en un produit de termes d'ordre 2, en supposant que l'ordre de H ici est pair. Alors notez que dans chacun de ces termes d'ordre 2, on peut avoir jusqu'à 2 des 3 coefficients alpha 0, alpha 1 et alpha 2 nuls ici, ce qui donnera divers types d'étages, passe bas, passe haut, passe bande ou coupe bande. D'autre part, H a un gain statique de B0 sur A0 qui peut être réparti suivant les étages. En particulier, pour nos termes d'ordre 2, chacun a un gain statique de KI multiplié par alpha 0i, ici divisé par oméga 0i carré.
et le gain statique du produit ici est le produit des gains statiques individuels. Donc on a clairement ici un grand nombre de choix possibles pour la conception de notre cascade. Quand on a factorisé h, on a en fait factorisé le numérateur et factorisé le dénominateur. Et on a tout d'abord le choix d'associer tel ou tel facteur du numérateur avec tel ou tel facteur du dénominateur pour obtenir un étage d'ordre 2. Alors comme chaque terme au numérateur correspond à un ou plusieurs zéros éventuels et chaque terme du dénominateur correspond typiquement à une paire de pôles complexes conjugués, j'ai écrit ici que ce choix correspond à une association entre les pôles et les zéros pour chaque étage. Donc par exemple, si on a n facteurs pour le numérateur de h et n facteurs pour son dénominateur, ça nous donne jusqu'à factoriel n façons possibles d'associer ces facteurs entre eux dans les étages individuels. Ensuite, une fois qu'on a fait cette association de facteurs au numérateur et au dénominateur, ce qu'on peut regarder, c'est l'ordre dans lequel on place les étages. C'est-à-dire, est-ce que ici, le facteur qui correspond à i égale 1 doit aller en premier, ou bien doit-il aller en dernier, ou en troisième, etc. Donc bien sûr, du point de vue mathématique, encore une fois, ça n'a aucune importance. Tous ces facteurs commutent et réalisent bien h de s quand on prend leur produit. Toutefois, on va voir qu'il y a d'autres choses qui rentrent en jeu que cette factorisation. Et donc ici, avec n étages, on peut avoir jusqu'à factoriel n possibilités dans l'ordre de placement des étages. Et le dernier choix de conception ici est de déterminer quel gain on doit associer KI pour chaque étage, avec bien sûr une contrainte sur le produit des gains statiques qui doit réaliser B0 sur A0. Donc par exemple, si H a un gain statique de 1, on pourrait a priori avoir un étage de gain 10 000 suivi d'un étage de gain 1 sur 10 000. On verra toutefois que ce n'est pas une bonne idée de faire ça. En pratique, il faudra essayer d'équilibrer essentiellement les gains entre les étages. Alors pourquoi est-ce que je dis que les choix précédents ont un impact sur la performance du circuit global, étant donné qu'ils ne changent rien du point de vue de la factorisation? Essentiellement, ça tient au fait qu'on ne veut avoir dans notre chaîne ni des signaux trop élevés, ni des signaux trop faibles. Les signaux trop élevés font que les AO approchent ou entrent en saturation, donc le circuit devient non linéaire et on a de la distorsion. Au contraire, si les signaux deviennent trop petits, ils deviennent noyés dans le bruit ambiant et ensuite on ne peut plus les récupérer parce que si on utilise un étage d'amplification, on va amplifier le bruit qui est de la même taille. Alors quand je parle d'amplitude du signal, ça s'applique essentiellement à toutes les fréquences. Donc si le signal d'entrée contient une sinusoïde dans sa décomposition de Fourier à une certaine pulsation oméga, alors le signal de sortie VO ici de chaque étage va pouvoir contenir une sinusoïde à cette fréquence dans sa décomposition de Fourier aussi. En particulier, chacune des amplitudes de ces sinusoïdes doit rester suffisamment faible pour ne pas rentrer dans le régime non linéaire du circuit. Alors en particulier, il faudra faire attention aux étages qui ont un facteur de qualité Q élevé, parce que si on ne m'ajuste pas bien leur gain, il se peut qu'ils amplifient de manière importante certaines fréquences. De même, comme je disais, en tout cas dans la bande passante du circuit, c'est-à-dire la plage de fréquences que le circuit laisse passer, il faudra que l'amplitude de ces sinusoïdes ne soit pas trop basse par rapport au niveau de bruit, afin que la qualité du signal final soit suffisamment grande. En conclusion, ce qu'on peut dire sur l'arrangement des étages de la cascade, c'est qu'il permet d'optimiser ce qu'on appelle la plage dynamique du circuit, c'est-à-dire en gros le rapport entre les plus grands et les plus petits signaux qui peuvent être traités par notre circuit avec un niveau de distorsion correct.
Bien sûr, un circuit de meilleure qualité aura une plus grande plage dynamique. Et le message essentiellement, c'est que pour avoir une bonne plage dynamique, il faut maintenir un certain équilibre entre les étages. Donc par exemple, pour revenir à l'exemple trivial précédent, si on voulait réaliser un gaz statique de 1 avec un étage, disons, de 1000 et de 1 sur 1000, ça serait une mauvaise idée. Soit si on place l'étage de gain 1000 en premier, on va obtenir une saturation de la sortie du premier étage. Et si je place l'étage de gain 1 sur 1000 en premier, notre signal va devenir typiquement trop petit à la sortie de ce premier étage. Alors bien sûr, ce signal sera réamplifié par 1000 par le deuxième étage, mais le deuxième étage récupérera aussi du bruit qu'il amplifiera par 1000. Et donc ce qui va se dégrader, c'est le rapport signal sur bruit. Donc en conclusion, dans cet exemple, pour obtenir une bonne plage dynamique et réaliser un gain de 1, il vaut mieux avoir deux étages qui chacun ont aussi un gain de 1. Alors, à cause du grand nombre de combinaisons possibles, trouver l'arrangement le plus optimal d'un circuit en cascade est un problème difficile. Sur cette diapositive, je vous donne toutefois quelques principes heuristiques que vous pourrez essayer d'appliquer dans votre design pour obtenir une bonne performance en général. Le premier principe ici concerne l'association des facteurs au numérateur et au dénominateur pour créer les fonctions de transfert d'ordre 2. Et il dit d'essayer d'associer chaque 0 au pôle le plus proche. Alors, ce problème en lui-même est un problème d'optimisation combinatoire, mais vous pourrez le résoudre à la main de manière approchée. Le deuxième principe ici dit que vous pouvez essayer aussi d'ordonner les étages dans l'ordre de facteurs de qualité du plus bas au plus élevé. Alors le but en fait en appliquant ces deux premiers principes est d'essayer d'avoir une réponse fréquentielle la plus plate possible, à la fois pour chaque étage et aussi entre l'entrée du circuit global et la sortie de chaque étage. C'est-à-dire qu'on veut éviter qu'il y ait certaines fréquences qui soient beaucoup plus amplifiées que d'autres ou au contraire très atténuées. Le troisième principe ici concerne l'équilibrage des gains que j'avais dénoté KI entre chaque étage. Alors en repartant par exemple de l'expression factorisée de H2S de la diapositive 4, on peut écrire H2S comme le produit de nombre KI multiplié par le produit de fonctions de transfert d'ordre 2 TI de S. Ensuite, je définis ici pour chaque étage L de 1 à N ce nombre ML. Alors ce nombre ML est le gain maximum, maximisé sur toutes les fréquences, entre l'entrée et la sortie de l'étage L, mais en ne tenant compte ici que des fonctions de transfert, pas des termes KI. Enfin, on définit ici KI comme étant simplement le premier facteur, ici le produit de I égale 1 à N des petits KI. Alors pour équilibrer les gains entre les étages, vous pouvez faire la chose suivante. On regarde d'abord le gain maximum pour H2S qui n'est autre que KMN. Et ce qu'on va faire, c'est égaliser ce gain avec le gain maximum du premier étage qui est K1M1. Et donc ça nous donne K1, une valeur pour K1 ici, K1 est égal à KMN divisé par M1. Et ensuite, on procède par récurrence. Donc supposons que les gains K1, etc. jusqu'à KL-1 ont été choisis. Alors pour choisir le gain KL, on va équilibrer ou égaliser ici le gain entre l'entrée et la sortie du L-ième étage, et puis le gain entre l'entrée et la sortie du L-1e étage. Et donc ça vous donne, après simplification, la formule ici pour KL qui est égale à ML-1 divisé par ML. Alors je voudrais quand même juste préciser que ces principes ne sont assez généraux mais ne sont pas absolus, donc vous pourrez être amené à utiliser d'autres approches. Et il y a d'autres principes qu'on peut vouloir mettre en place,
Par exemple, souvent on veut commencer la cascade par des passes bas afin d'éliminer le plus possible les bruits haute fréquence au départ. Et puis on peut vouloir terminer par un ou plusieurs passes hauts, par exemple pour éliminer des décalages en tension éventuels, ces décalages pouvant être dus par exemple aux non-idéalités de vos amplis. Parlons maintenant d'un principe qu'on appelle généralement dénormalisation en impédance et qui est à ne pas confondre avec la dénormalisation qu'on avait vue au cours précédent, qui est une dénormalisation en fréquence. Alors l'idée de cette dénormalisation en impédance s'énonce de manière relativement simple. Si vous avez un circuit qui réalise une fonction de transfert qui est un rapport de tension ou un rapport de courant, ça veut dire que la fonction de transfert doit être sans unité. Ça ne peut pas être une impédance par exemple, ça ne peut pas être un rapport de tension et de courant. Donc si vous avez un circuit qui réalise une fonction de transfert qui vous intéresse, qui est effectivement sans unité, alors si vous multipliez toutes les impédances dans votre circuit par un même facteur, votre fonction de transfert restera inchangée. Alors multiplier les impédances par alpha, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on multiplie toutes les résistances par alpha. Les inductances, leur impédance est Ls, donc on multiplie toutes les inductances par alpha. Par contre, attention pour les condensateurs, leur impédance est 1 sur CS, donc multiplier 1 sur CS par alpha vous donne alpha sur CS. Ça veut dire que pour les condensateurs, vous devez diviser leur capacité C par alpha. Alors à quoi sert la dénormalisation en impédance? Elle sert essentiellement à pouvoir partir d'un circuit prototype et d'ajuster les valeurs des composants qu'on vous donne sur le prototype à des valeurs plus commodes pour votre application. Par exemple, vous pouvez avoir besoin d'utiliser certaines valeurs de condensateur et avoir plus de choix sur les valeurs de résistance. En fait, ici, on n'utilisera pas trop la dénormalisation en impédance pour la synthèse cascade de circuits actifs. Par contre, on l'utilisera tout le temps dans la synthèse de filtres en échelle et la synthèse de filtres passifs qu'on verra au prochain cours. Enfin, cette dernière remarque ici dit que la dénormalisation en impédance laisse les produits RC inchangés. Et donc ça ne résout pas certains problèmes que vous pouvez rencontrer pour des circuits qui sont censés marcher pour des signaux à basse fréquence. Ou dans ce cas, vous avez typiquement des produits RC qui sont des grandes constantes de temps. Et ces grands produits RC dans votre design vous imposent donc d'avoir soit de grandes résistances, soit de grandes capacités. Alors, ceci est particulièrement indésirable quand vous voulez réaliser des circuits intégrés parce que par exemple vous utilisez plus d'espace et en fait il y a d'autres techniques qui sont plus populaires pour la réalisation de filtres sur les circuits intégrés que les circuits à base d'ampli-op et de résistance et de capacité. Alors ces circuits plus populaires sont dits circuits à capacité commutée, mais nous n'en parlerons pas dans ce cours. Alors je vais terminer par discuter un exemple, je passerai dessus très rapidement dans cette vidéo et je vous laisserai le regarder plus en détail par vous-même. Alors cet exemple concerne la réalisation d'un filtre de lissage qui est essentiellement un filtre passe-bas qu'on peut trouver à la sortie d'un convertisseur digital vers analogique ou DAC. Alors quelle est la raison d'être de ce filtre? Eh bien, en général, donc, les ordinateurs manipulent des signaux qui sont discrets à la fois en valeur et puis dans le temps. Un convertisseur digital analogique de base, lui, va convertir cette séquence de nombres en un signal qui consiste en une séquence en escalier, comme ça, qui tient chaque valeur pendant un certain temps, qui est la période d'échantillonnage de votre système. Par contre, pour beaucoup d'applications, on ne veut pas en général avoir des signaux analogiques qui sautent de valeur en valeur, comme ça, par exemple en audio. On préfère avoir des signaux qui sont plus lisses, comme celui-ci.
Vous voyez que ce signal interpole de manière plus naturelle nos valeurs discrètes. Alors pour passer de ce signal au signal plus lisse, il suffit de voir que les sauts ici sont permis par les hautes fréquences dans notre signal discontinu. Et donc en enlevant ces composantes à haute fréquence, on va pouvoir obtenir un signal plus lisse ici. Et c'est ce qu'on va faire par un passe-bas. Alors ce passe-bas, bien entendu, ne doit pas supprimer les composantes fréquentielles qui nous intéressent dans notre système. Mais en fait, si on a un DAC qui, comme ici par exemple, fonctionne à 40 kHz, 40 kHz ça veut dire que la fréquence d'échantillonnage ici en secondes est égale à 1 divisé par 40 000, eh bien ça veut dire que les signaux que traite notre système en général, y compris la partie digitale, ont un contenu fréquentiel qui nous intéresse seulement jusqu'à 20 kHz, soit la moitié de 40 kHz. Alors, la raison derrière cette remarque est un théorème fondamental que vous verrez en traitement du signal et qui est le théorème de Nyquist et qui dit que si vous avez un signal qui vous intéresse dans le domaine analogique dont les fréquences sont entre 0 disons et la fréquence fp, alors, pour ne pas perdre d'informations de ce signal, il faut l'échantillonner à une fréquence au moins 2 fp. Donc, pour revenir à l'exemple qui nous intéresse, ici, on va dire dans notre spécification de notre passe-bas que les fréquences au-delà de 20 kHz doivent être suffisamment atténuées. Et donc, j'ai une spécification ici qui me dit que l'atténuation doit être au moins de 40 décibels à partir de la fréquence 20 kHz. Et puis par contre, notre passe-bas ici, à titre d'exemple, doit laisser passer avec une atténuation d'au plus 1 dB les fréquences en dessous de 13 kHz. Enfin, on a décidé ici de réaliser un filtre passe-bas de Chebyshev. Et je donne ici un exemple supplémentaire de table que vous pourrez trouver pour la réalisation de ces filtres. Donc ici, cette table concerne la réalisation des passe-bas normalisés de Chebyshev. Toutefois, elle donne ici un passe-bas normalisé avec une fréquence de coupure à 1 Hz au lieu de 1 radian par seconde comme on avait discuté au dernier cours. Alors cette table exprime essentiellement notre fonction de transfert comme une cascade de fonctions de transfert d'ordre 2 plus une fonction de transfert d'ordre 1 dans le cas d'un ordre impair. Alors bien sûr, pour le passe-bas normalisé de Chebyshev, on n'a pas de numérateur, le numérateur est égal à 1, et donc il suffit pour spécifier le dénominateur de spécifier les pulsations de résonance et les facteurs de qualité pour chaque terme d'ordre 2. Donc si par exemple on prend le Chebyshev d'ordre 3 ici, eh bien, les deux premiers termes nous donnent la pulsation de résonance et le facteur de qualité pour le terme d'ordre 2. Et le troisième terme nous dit qu'il y a un pôle à moins 0,494. Alors à partir de ces informations, vous pouvez immédiatement reconstruire la fonction de transfert du filtre passe-bas normalisé qui vous intéresse. Alors dans cette diapositive, ce qu'on fait d'abord, c'est qu'on trouve la fonction de transfert du filtre passe-bas normalisé de Chebyshev en calculant les valeurs de epsilon et l'ordre nécessaire pour réaliser nos spécifications. Ensuite, on dénormalise ce passe-bas pour obtenir la fonction de transfert du vrai passe-bas qu'on veut réaliser. Et enfin, on réalise le passe-bas qu'on veut avec un certain nombre ici, à titre d'exemple, de cellules de Salenki que j'ai pris en configuration gain unitaire. Donc pour chaque cellule, on calcule la pulsation de résonance et puis le facteur de qualité dont on a besoin. Ça correspond à des circuits élémentaires suivant la topologie que j'ai présentée plus tôt dans ce cours. Cette diapositive vous donne le détail des calculs que vous devriez essayer de faire par vous-même dans la diapositive précédente. Enfin, cette dernière diapositive ici vous montre la réalisation finale que vous obtenez pour votre passe-bas, ainsi que sa réponse en fréquence tracée avec SPICE.
Alors on voit bien sur cette réponse en fréquence les ondulations ici caractéristiques d'un filtre de Chebyshev. La bande passante ici semble effectivement s'arrêter à 13 kHz. Et il faudrait ici vérifier en faisant un zoom qu'à 20 kHz on est bien en dessous de 40 décibels pour satisfaire notre spécification. Alors pour le circuit lui-même, vous pouvez reconnaître ici une cascade de 3 cellules passe-bas de Salenki. Alors en fait, quand vous allez vouloir réaliser un passe-bas de Chebyshev, votre numérateur va toujours être 1 et donc dans tous les cas, vous allez obtenir une cascade de passe-bas. Et ici, on peut voir que l'ordre de la fonction de transfert qu'on devait réaliser était de 6 pour pouvoir satisfaire nos spécifications. Alors, en conclusion, en termes de ce cours, vous avez tous les outils nécessaires pour réaliser certains types de filtres actifs en partant de spécifications standards. Alors, la première chose à faire, c'est d'utiliser les outils du cours précédent pour calculer la fonction de transfert qui va satisfaire vos spécifications, votre gabarit. Ensuite, on factorise cette fonction de transfert en termes d'ordre 2. Enfin, on réalise chacun de ces termes d'ordre 2 par un circuit de topologie standard et on met ces circuits en cascade pour réaliser la fonction de transfert globale. Alors il faut quand même savoir que cette méthodologie n'est qu'une approche possible pour la synthèse de filtres. Et au prochain cours, on introduira une autre approche possible qui est une approche plus directe et ne décompose pas votre circuit en cascade de cellules élémentaires. Alors l'utilisation d'une approche plutôt qu'une autre est dictée par certaines considérations, en particulier de sensibilité du design aux variations de composants. Et on aura l'occasion d'évoquer ces considérations bientôt. Enfin, si vous voulez en savoir plus sur le filtrage, il y a des livres entiers, bien sûr, dédiés au sujet. Et ici, je vous donne quelques références que vous pouvez utiliser si vous voulez approfondir.